C'est une journée d'études que je crois en effet tout à fait importante par son thème. Alors c'est vrai que le début de journée comme celle-là sont forcément un petit peu théoriques parce qu'il faut planter un certain nombre de langages communs pour se comprendre, enfin un petit arrière-fond partagé. Et puis la clinique va se développer tout au long de la journée. Mais c'est vrai que moi aussi, je risque de ne pas encore être entièrement clinique au sens où vous l'entendez. Ça fait rien, j'assume parce que je crois qu'il faut qu'on ait un petit partage de concepts pour la journée en filigrane, en arrière-plan. C'est un thème très important, ça a été redit tout à l'heure, parce que c'est vrai que nous sommes passés du concept de protection de l'enfance, ce qui est très beau aussi comme objectif, mais enfin ouais, la protection de l'enfant, ce qui est tout à fait autre chose, et ça me semble judicieux, même si les positions gouvernementales dans ce domaine risquent, me semble-t-il, de se durcir dans les années à venir. Donc je crois que c'est bien que des journées comme celle-ci nous permettent de rester vigilants pour ne pas penser qu'un changement de terme change tout dans le fond. Voilà, cette collaboration, enfin, par ailleurs, entre le COPES et la FIREM, me semble un exemple fructueux, ça a bien marché, de ce que j'aimerais voir se développer au sein de l'Institut contemporain de l'enfance, donc que j'essaie de fonder en ce moment avec l'aide précieuse du CEREP et de l'association Picler-Loxy-France, notamment. Alors, avec Christine, on a choisi comme titre pour mon intervention « Parents réels, imaginaires et symboliques en protection de l'enfant ». C'est vrai que le travail avec les parents est évidemment toujours indispensable. Pour m'être impliqué aussi dans le champ de l'autisme, je vois à quel point ce ne sont pas des mots, ça. Hein. Je veux dire, les parents se sont sentis longtemps oubliés dans le travail avec les enfants autistes et on n'en finit pas de payer le prix. Hein. Voilà, donc c'est toujours indispensable, mais c'est vrai qu'il est indéniablement plus difficile pour les professionnels de s'identifier à des parents dysfonctionnants, au sens de la dysparentalité grave, qu'à des parents fusionnels, par exemple. Être fusionnel n'est pas non plus tout à fait favorable pour l'enfant, mais pour les professionnels, c'est relativement plus facile de s'identifier à des parents fusionnels qu'à des parents rejetants, par exemple. Parce que c'est le rejet des parents, l'agressivité des parents, les risques de dysparentalité, ça vient d'être dit, s'enracine aussi dans la petite enfance de tout un chacun, mais de nous. Et nous sommes confrontés aux risques disparentalité, qui peuvent être les nôtres aussi. C'est ce qui a d'ailleurs, vous le savez bien, retardé énormément la découverte et l'approfondissement des études sur la reconnaissance de la maltraitance physique et psychique, qui nous confronte à nos propres risques de maltraitance. Voilà, alors, la disparentalité est une pathologie du lien, c'est une évidence, et je vais être obligé de travailler un petit peu ça pour préciser justement cette place réelle, imaginaire ou symbolique des parents dans notre champ d'action. Le lien est depuis longtemps pour moi au centre de mes préoccupations professionnelles, que ce soit à propos du développement précoce du très jeune enfant, puisque le développement précoce du très jeune enfant, c'est en grande partie la mise en place de ces liens et la représentation psychique qu'il peut s'en donner, à travers la question de l'autisme et les troubles du spectre autistique, où là les enfants sont en grande difficulté, totale ou partielle, pour mettre en place ces fameux liens, et aussi dans le champ de l'adoption, puisque j'ai été en grande partie formé par Michel Soulet, qui est le fondateur du COPES, et que Michel Soulet et Janine Noël avaient été en leur temps les pionniers en France de la réflexion sur les enjeux psychologiques et psychopathologiques de l'adoption. Voilà, donc Michel Soulet, et comme lui à sa suite, j'ai été longtemps membre du Conseil supérieur d'adoption. Voilà, les liens sont centraux aussi dans cette question, puisque c'est une situation un peu paradigmatique, l'adoption, un peu emblématique, de voir comment un enfant va mettre en place ses liens avec des parents, des adultes qui ne l'ont pas fabriqué, mais qui vont se positionner pour lui comme des parents la vie durant. Donc bébé, autisme, adoption, pour moi, tout tourne autour de la question du lien. D'ailleurs, c'est pas mal, ça donne un peu de cohérence à ce que j'ai fait toute ma vie. C'est trois domaines différents, mais qui sont reliés par la question du lien. Et la dysparentalité est évidemment une problématique, une pathologie du lien. Alors, ce que je voudrais essayer de faire d'abord, c'est quelques rappels quand même fondamentaux sur la parentalité.
pour pouvoir penser justement la place des parents. Il faut prendre les choses des deux côtés, vous avez tout à fait raison. Se sentir parent de cet enfant-là, mais se sentir l'enfant de ces parents-là, sont deux processus qui sont intrinsèquement noués et indissociables absolument, comme la convexité et la concavité d'une même courbe, pour reprendre cette comparaison. Et les parents, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ont été eux-mêmes enfants avant d'être parents. La parentalité reconnaît un infantile, c'est le terme que vous avez pris, et j'irai plus loin tout à l'heure, est-ce que nous avons même une préconception de ce que c'est qu'un parent dès la naissance? Mais on en reparlera peut-être aussi dans la discussion. Bon, là, je vais aller dans cette première partie un tout petit peu plus vite que prévu, parce que je crois que je vais repasser par des choses que chacun connaît, mais bon, j'ai dit que la position du parent et la position de l'enfant était indissociable, mais avec le langage, on est bien obligé de dire les choses les unes après les autres, donc je vais les séparer quand même. Du côté de l'enfant, penser aux parents en tant que parents, c'est-à-dire se vivre comme l'enfant de ces parents-là, c'est ressentir, éprouver, intégrer progressivement, très graduellement, les différents axes de la filiation. Alors là-dessus, je vais vite, parce que je ne veux pas alourdir ce début de matinée. Chacun connaît bien les trois grands axes qui avaient été proposés par Jean Guyotat. L'axe biologique, la transmission des gamètes, du matériel biologique, ça ce sont les parents de chair et d'os, parents réels, si ce mot est possible. Il y a l'axe biologique, la transmission de toutes les inscriptions. Bon, alors il y a le livret de famille, il y a les documents officiels, mais pour l'enfant, cet axe symbolique, il va se vivre au jour le jour à l'école, par exemple. Quand on lui demande d'inscrire en début de matinée son nom et son prénom sur son cahier, je ne sais pas si ça se fait encore dans toutes les classes, mais enfin ça se faisait, mettre son nom et son prénom sur un cahier, c'est redonner un petit coup de chapeau à la fois à ces processus de filiation et à ces processus d'affiliation. Processus de filiation par le patronyme, et processus d'affiliation par le prénom, puisque dans une famille d'aujourd'hui, tout le monde a le même nom, mais les frères et les sœurs, chacun a un prénom différent. Et Serge Lebovici, à qui je dois beaucoup aussi, insistait souvent sur le fait que filiation et affiliation sont intrinsèquement nouées, là aussi. Mieux sentir sa place dans la famille d'aujourd'hui permet de mieux trouver sa place dans ses histoires maternelles et paternelles, mais l'inverse est vrai. Mieux trouver sa place dans ses histoires maternelles et paternelles permet de mieux trouver sa place dans la famille d'aujourd'hui. L'histoire maternelle et paternelle, c'est la question du patronyme. Notre place dans notre famille d'aujourd'hui, c'est la question de notre prénom, se faire un prénom. Voilà, donc cet axe institué au symbolique, l'enfant va aussi le découvrir au fil de toutes ces inscriptions, officielles ou officieuses. Et puis le troisième axe de Guyotat, après l'axe biologique et l'axe symbolique, c'est l'axe affectif. C'est probablement le plus central dans la question du faire-famille. C'est ce senti, c'est tout ce qui se passe dans une famille qu'on habite ensemble sous le même toit et qui va permettre à l'enfant de ressentir, d'éprouver, de vivre que cet adulte-là c'est son père, que cet adulte-là c'est sa mère. Enfin bon, quand une mère dit à l'enfant je vais en parler à ton père, ou quand le père dit à l'enfant va voir ta mère, pour garder des stéréotypes banals, à chaque fois chacun redésigne l'autre, qu'on habite ou non sous le même toit, mais c'est ça le faire famille affectif, psychique, émotionnel. Voilà. Donc dans les trois axes de Guyotat, il y a déjà, il n'y faisait pas référence comme ça en tant que réel, imaginaire ou symbolique, mais en réalité il y a de ça. L'axe biologique renvoie au réel, l'axe symbolique renvoie, l'axe légal ou institué renvoie au symbolique, et l'axe affectif renvoie à l'imaginaire et à tout ce que l'enfant peut construire en termes de roman familial. Alors depuis quelque temps, avec Marie-Rose Moreau, à laquelle j'ai pensé quand vous avez parlé du transculturel aussi, Serge Scott, avec Marie-Rose Moreau, depuis quelques années, on fait fonctionner à la Maison de Solène un séminaire sur l'adoption internationale, elle parce qu'elle a toute son expérience du transculturel, et moi parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais impliqué dans la réflexion sur l'adoption. On s'est dit que l'adoption internationale
était une forme d'adoption particulière, même si le nombre d'enfants adoptés a beaucoup baissé au fil des dernières années, mais enfin bon, malgré tout, cette question existe, et qu'on pouvait rassembler un peu nos expériences autour de cette thématique. Et autour de cette thématique, on a essayé de proposer un quatrième axe, que vous avez évoqué aussi d'ailleurs, à propos de la parentalité, se sentir l'enfant de ces parents-là, c'est l'axe narratif. L'axe narratif, la filiation narrative, et nous aussi, on a tourné autour des travaux de Paul Ricoeur, avec l'identité narrative, ses empêchements, pouvoir raconter, mais pouvoir se raconter à soi-même quelque chose de ses origines. Les origines ne se réduisant évidemment pas aux origines biologiques. Avec Marie-Rose, on insiste toujours auprès des étudiants pour dire que l'histoire biologique est importante, elle fait peut-être le socle d'un certain nombre de choses, mais l'axe biologique n'est pas absolument indispensable, sinon il n'y aurait pas d'adoption possible. Dans l'adoption, il y a bien une interruption des deux axes biologiques du côté maternel et paternel, mais il y a l'axe symbolique, mais il y a l'axe affectif et il y a l'axe narratif. Et puis, un ovocyte et un spermatozoïde ne se rencontrent pas par hasard dans l'air. Il y a toujours une histoire quand même qui précède la conception, même si la conception a été traumatique ou violente, il y a une histoire. Il y a une histoire qui la précède, il y a une rencontre, il y a une grossesse, il y a un travail autour de l'accouchement, il y a les premiers mois qui suivent l'établissement des premiers liens. Ce qu'on appelle la quête des origines couvre tout ça. Et il faudrait vraiment ne pas la réduire aux origines biologiques. C'est une des raisons d'ailleurs qui fait qu'après 3 ans de présidence du CNAOP, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, j'avais trouvé que je pouvais faire autre chose à ce moment-là, parce que je trouvais que le CNAOP dérivait un petit peu simplement vers la reconnaissance des origines biologiques. Il a été créé, cette institution, en 2002 pour aider les personnes nées sous X, c'est-à-dire sous secret, sous anonymat, à retrouver quelque chose de leurs origines, mais dans les statuts de création, il y a effectivement retrouvé quelque chose de leurs origines biologiques. Et c'est un petit peu réducteur, et il y a un risque de dérivement. En fait, le CNAOP va pas trop mal en ce moment. Je ne sais pas si c'est parce que j'en suis parti, mais enfin, il va pas trop mal. Mais ce risque de dérive existe toujours, et bon, après 3 ans, j'avais d'autres choses à faire aussi. Il faut être très vigilant sur le fait que dans notre culture, dans notre système socioculturel aussi, dans nos mythes scientifiques, la biologie ne remplace pas tout le reste. L'axe biologique est important, mais il vient se nouer aux 3 autres axes, disons, je le redis, institutionnel ou légal, affectif ou peut-être narratif. Et cet axe narratif est très important. J'ai pas le temps, bien sûr, de rentrer dans les différentes racines épistémologiques du concept de narrativité, mais qu'on retrouve dans l'histoire, dans la psychanalyse, dans le développement, notamment avec le soi narratif de Stern, pour ceux qui s'occupent de bébés. Et cet axe narratif est très important pour assurer la continuité des représentations. Et j'ai en mémoire d'ailleurs un séminaire qu'on avait fait fonctionner, Christine s'en souvient sans doute, au COPES, avec le RIAFET, le réseau des intervenants dans l'accueil des familles les placements thérapeutiques, autour d'Anna Rothman et Geneviève Mermet et d'autres. Et c'était vraiment très très impressionnant de voir sur des histoires cliniques amenées par les praticiens de terrain, de voir comment, si on essaie de se mettre à la place d'un enfant placé, par exemple, voire déplacé, replacé, comment au bout d'un certain temps, ça devient extrêmement difficile pour lui de pouvoir avoir une espèce de représentation un petit peu globale et continue. Comme s'il y avait des petits bouts du dossier partout, avec une espèce de loi tacite de dire on ne peut jamais tout rassembler. Avec parfois des prétextes même très rationalisants. Il n'y a pas à savoir ce qui s'est passé avant pour bien s'en occuper. Mais l'enfant, lui, il a besoin d'avoir quand même une représentation minimum de son histoire. Peut-être pas de tout, d'ailleurs. Personne n'a jamais la représentation de tout. Mais je veux dire, je pense qu'il y a quand même, autour de cet acte d'affiliation narrative, et pour permettre à l'enfant de se représenter quelque chose de son trajet existentiel, le besoin absolument d'un partage minimum pour assurer cette continuité. Voilà, donc les 3 axes. Du côté des parents, se sentir parent de cet enfant-là, alors effectivement ça dépend beaucoup de leurs expériences précoces personnelles, de leur histoire personnelle, mais je voulais simplement rappeler
Ce qui permettra d'être très bref, ce travail absolument essentiel de Didier Houzel, qui date de 1999. C'est un rapport qui avait été confié sur la parentalité à Didier Houzel par Pierre Gauthier, qui était alors directeur de l'action sociale, et qui lui avait demandé de réfléchir, avec un groupe de travail bien sûr, sur les enjeux de la parentalité. Et là aussi, finalement, on retrouve quelque chose de cette tripartition classique, réel, imaginaire et symbolique, puisque dans ce rapport souvent cité, Didier Houzel distingue, vous le savez, l'exercice de la parentalité, l'expérience de la parentalité et la pratique de la parentalité. Et 20 ans après, enfin, ou à peu près, ça reste extrêmement utile, clarifiant, je trouve. L'exercice de la parentalité, c'est le niveau symbolique. C'est le cadre, non pas fondateur, mais organisateur, parce que fondateur, vous avez raison, la cause de la parentalité, elle remonte au point zéro qui nous échappe, de toute façon. Donc l'exercice de la parentalité, c'est le cadre organisateur des droits et des devoirs qui s'attachent aux fonctions parentales, à l'identité de la parents, et qui sont évidemment très différents, qui peuvent être, ce cadre peut être très différent d'une culture à l'autre, d'une organisation socio-culturelle à l'autre. Ce cadre inclut la question de l'autorité parentale, mais ne s'y réduit pas. L'exercice de la parentalité, c'est le niveau symbolique de la parentalité, dans ce travail de Didier Houzel. L'expérience de la parentalité, c'est son niveau beaucoup plus subjectif, plus imaginaire, c'est le vécu affectif des individus qui sont impliqués dans ce processus d'être parents, et ça repose bien sûr sur des mécanismes psychiques conscients et inconscients, avec tout ce que Michel Soulet et d'autres avaient appelé les bébés dans la tête, les représentations que les parents peuvent avoir en tête à propos de l'enfance, à propos de l'enfant. Vous savez que les 4 grandes composantes, c'est l'enfant fantasmatique, très profondément individuel, très précoce, très inconscient, puis il y a l'enfant rêvé, qui est déjà plus tardif, qui est plus forgé par le couple, qui est davantage préconscient. Il y a l'enfant narcissique et l'enfant culturel. Je vais vite parce que ici, je crois qu'on partage ces notions. Voilà, en tout cas, si l'exercice de la parentalité renvoie plutôt au symbolique, l'expérience de la parentalité renvoie plutôt à l'imaginaire et à toute la vie affective des 2 parents. Et puis le 3e niveau, c'est le réel, c'est le concret, la pratique de la parentalité, son niveau effectif dans le réel, c'est-à-dire les qualités, les tâches objectivement observables qui incombent à chacun des parents, les soins pour répondre aux besoins de l'enfant, comme vous le disiez tout à l'heure, Serge Scott, les soins à l'enfant, les interactions comportementales, les pratiques éducatives. Là aussi, il y a un niveau transculturel très fort, une imprégnation culturelle très forte, mais quand même, la pratique de la parentalité est du côté du réel. Voilà. Alors, ces trois niveaux, exercice, expérience, pratique, bien sûr, quand on les lit, tels qu'ils sont décrits dans ce rapport de Didier Houzel, concernent les parents, mais concernent aussi les adultes mandatés, dans certains cas, qui sont toujours investis sous une forme ou sous une autre d'un exercice et d'une expérience et d'une pratique de la parentalité. La plupart des professionnels sont d'ailleurs parents eux-mêmes, et c'est bien là, sur ce point, que la formation se doit d'insister. Parce que ça va pas de soi, justement. Hein. Être parent et professionnel, ça renvoie justement à ce que je vous disais tout à l'heure, à la difficulté de s'identifier à des parents maltraitants. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Voilà, donc là j'ai parlé un petit peu rappelé ces quelques définitions sur la parentalité, et je voudrais maintenant, pour essayer toujours d'approfondir la place réelle, imaginaire ou symbolique des parents dans notre champ de travail, vous parler de quelque chose qui est plus compliqué. Mais j'espère le dire assez simplement. Et parce qu'en ce moment, ça m'aide beaucoup. Alors j'espère que ça pourra vous aider aussi. Parce qu'entre enfants et parents, il y a un processus mutuel de représentation psychique. Les parents se représentent quelque chose de leur enfant, et les enfants se représentent mentalement quelque chose de leurs parents, des adultes qui prennent soin d'eux. Ça, c'est évident. Mais dans le champ des disparentalités graves, qui sont au cœur de cette journée, il est important de réfléchir justement
à la manière dont des parents dysfonctionnants se représentent l'enfant, et dont l'enfant se représente des parents dysfonctionnants. Voilà, alors je voudrais vous expliquer que quand on parle de se représenter l'autre, se représenter l'objet, je vais doucement pour sentir si vous me suivez bien, mais je crois que ça va aller. Voilà, quand on dit, c'est vite dit la représentation de l'objet. Quand on dit la représentation de se représenter le parent, se représenter l'enfant, il y a beaucoup de choses qui sont condensées là. Parce qu'il y a se représenter les liens avec l'objet, c'est pas encore l'objet. Il y a se représenter la place de l'objet, c'est pas encore l'objet. Et il y a se représenter l'objet en tant que tel, effectivement. Mais quelque part, ça c'est le bout du chemin. Il faut d'abord que se représente la place de l'objet, et d'abord que se représentent les liens. Et je vais insister un petit peu là-dessus parce que je pense qu'en cas de disparentalité grave, les parents concernés ont un problème avec la représentation des liens avec l'enfant et la représentation de la place de l'enfant. Et que si on condense trop place, lien et objet, on mélange un petit peu les choses. Voilà, alors je vais partir de l'enfant pour essayer d'imaginer comment il peut se représenter le parent au sein du développement. Et évidemment, on pourra, dans ma description, on pourra faire une place à tous les empêchements possibles dont Serge Scott a déjà parlé. D'ailleurs, l'idée que je vais défendre, c'est que l'enfant va se représenter les liens avec les parents avant de se représenter les parents en tant que tels. C'est assez, en fait, c'est un peu surprenant à 9h30 du matin, mais ça ne l'est pas tellement, finalement. C'est assez logique. Et d'ailleurs, Serge Lebovici, il y a déjà 50 ans, disait en 1960, « L'objet peut être investi avant d'être perçu ». C'est une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. L'objet peut être investi avant d'être perçu, et en fait, on y a surtout pensé en termes d'attachement. Est-ce qu'on peut s'attacher à un objet qui n'est pas encore clairement perçu comme différent de soi? Ce qui fait que les premières formes d'attachement, ocytocine ou pas, seraient des auto-attachements, du point de vue du vécu de l'enfant. Aujourd'hui, on peut reprendre à la lumière de tous les développements de la psychiatrie du bébé, de la psychopathologie précoce, de la psychologie du développement précoce, on peut reprendre cette phrase de Serge Lebovici et y penser autrement qu'en termes simplement d'attachement. Le bébé est un incroyable observateur des adultes qui s'occupent de lui, y compris des adultes qui s'en occupent mal d'ailleurs, mais quand même. Le bébé est un incroyable observateur, un clinicien des affects de l'autre, de l'adulte, de la mère, du père, des professionnels. Et d'ailleurs, si on est dans ces métiers-là, c'est sans doute pas parce qu'on l'a choisi à l'adolescence. À l'adolescence, on a fait le choix conscient, mais probablement ça nous renvoie quelque part au bébé qu'on a été soi-même, puisqu'on a tous été des bébés très observateurs, des émotions, des affects, des gestes, des interactions, des adultes qui s'occupent de nous, qui s'occupaient de nous. En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'on n'est pas là par hasard, et qu'on ne vient pas à des journées comme ça, simplement de manière télécommandée. Voilà. C'est un travail très difficile, dans le domaine de la protection de l'enfant, c'est un travail très douloureux, c'est un travail qui demande un engagement personnel, il n'est pas toujours bien payé, et donc, je veux dire, si on est là, on ne peut pas se faire croire que c'est vraiment par hasard. Alors, je reviens au bébé dont on s'occupe et aux bébés aux jeunes enfants qu'on a été nous-mêmes. Le bébé est très observateur, donc quand il envoie un signal d'attachement, eh ben, il regarde la réponse. Est-ce que la réponse vient vite, pas vite, comme d'habitude, pas comme d'habitude? Il mesure des petits écarts, il stocke tout ça dans sa tête, et la prochaine fois, il va comparer la nouvelle rencontre avec la moyenne qu'il s'est faite de toutes les rencontres précédentes. C'est un incroyable, le bébé est un incroyable calculateur, enfin pas au sens conscient du terme, mais un très grand observateur qui travaille sur les tout petits écarts, pareil, pas pareil. Et dans le domaine de l'attachement, quand même, vous savez bien que Inge Bresserton a décrit, une élève de Bowlby, collaboratrice et élève de Bowlby, a décrit les modèles internes opérants. Les modèles internes opérants, ce sont les représentations mentales que le bébé se donne de toutes les réponses qu'il reçoit de l'adulte, des adultes qui s'occupent de lui, en réponse aux signaux qu'il envoie.
Et cette moyenne, ben, si les réponses sont relativement stables et prévisibles, ça va donner un attachement sécure ou insécure, évitant. Mais vous voyez que analyser la réponse en termes d'attachement, ça ne dit rien encore de la mère ou du père. Ça ne dit pas si elle est blonde, grande, grosse, ou vieille, enfin, etc. Bon. Ça, c'est statique. Lui, il travaille sur les réponses. Les réponses, c'est dynamique. C'est une représentation du lien qu'il a avec elle. Et on pourrait faire exactement le même raisonnement, non plus dans le domaine de l'attachement, mais dans le domaine de l'accordage affectif, de Stern, l'harmonisation des affects. Le bébé envoie un signal et il analyse, à sa manière, le style de l'accordage affectif de la mère. Est-ce que sa réponse va être immédiate, différée, intense, atténuée, unimodale, transmodale? Chacun a son style. Chaque adulte a son style propre pour s'occuper des bébés. Il travaille là-dessus de la même manière et il voit si elle est comme d'habitude, pas comme d'habitude. Mais ça aussi, dire si je suis bébé et si j'avais des mots, tout ça est illusoire, enfin. Si j'étais bébé et si j'avais des mots, me dire, tiens, ma mère est plutôt immédiate, unimodale et accentuée, ça ne me dit rien de comment elle est en tant qu'objet. C'est une représentation du lien que j'ai avec elle en termes de signaux et de réponses, mais rien en termes de l'objet. Alors c'est compris dans ce qu'on appelle la représentation de l'objet, mais là j'essaie de décondenser la représentation de l'objet en parlant déjà des liens, et puis on verra la place après. Voilà, et je vous assure, je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais ça c'est quand même frappant. Ces questions-là vont nous occuper toute la vie. J'ai dit que les bébés étaient de grands observateurs, mais nous le restons à notre manière aussi. Et chaque matin, quand on se lève à côté de celui ou de celle qu'on aime, ou chaque soir, quand on se couche à côté de celui ou de celle qu'on aime, sans même s'en rendre compte, on continue à se poser ces questions de bébé. Est-ce que il ou elle est comme d'habitude, ou à peu près comme d'habitude? D'où le succès planétaire de la chanson de Claude François d'ailleurs, comme d'habitude, ça nous touche au plus profond précoce. Est-ce que il ou elle est comme d'habitude? Et la réponse, c'est ça qui est intéressant, est tragique, est toujours tragique. Si l'autre va un peu moins bien que d'habitude, inévitablement, on va se dire, qu'est-ce que j'ai fait encore qui ne va pas? Oui, vous riez, mais attendez, la suite. Parce que le pire, c'est l'autre chose. Si l'autre va mieux que d'habitude, qu'est-ce qui s'insinue comme question? Est-ce que vraiment c'est à cause de moi que l'autre va si bien aujourd'hui, ce soir ou ce matin? Voilà, et donc tout doucement le tiers s'insinue, et la question du bébé, c'est ça, c'est repérer, soit en termes d'attachement, modèle interne-opérant, soit en termes d'accordage affectif, représentation d'interaction généralisée, c'est repérer les petits écarts de l'autre par rapport à lui-même, par rapport à elle-même, et pouvoir commencer tout doucement à se demander que si l'autre n'est pas tout à fait comme d'habitude, c'est peut-être parce qu'il y a un tiers qui modifie l'objet, et il rentre dans la tiercéité par ce mécanisme. Voilà, donc là, tout ça, ce ne sont que des représentations du lien. Autrement dit, la représentation du lien précède en quelque sorte celle de l'objet proprement dit. Ça ouvre sur la nécessité d'une troisième topique dont on a besoin quand on est psychanalyste pour s'occuper de bébé. C'est un chemin qu'on essaie d'approfondir avec Sylvain Missoni en ce moment, mais qui a déjà été ouvert en France par Christophe Dejour, par Bernard Brusset, par René Caès, dans d'autres champs. Et c'est une topique du lien avant de pouvoir être une topique de l'objet ou du sujet, parce que chez le bébé, l'objet et le sujet sont encore assez indifférenciés. Voilà, et alors Geneviève Hague, elle-même grande observatrice de bébés, grande thérapeute d'enfants autistes, a fait remarquer d'ailleurs que, si vous repensez à ce que je viens de dire, en quelque sorte, le bébé se fait une augmentation psychique du lien, de ses dynamiques interactives, de ses contours dynamiques. Il se fait en quelque sorte un portrait abstrait de la mère, du père ou des adultes, avant de s'en faire un portrait figuratif. Et que cet art abstrait qui précède l'art figuratif, on le retrouve dans l'évolution de l'art pour l'humanité. Geneviève Hague cite souvent André Leroy-Gourand, qui est un grand spécialiste de l'art préhistorique et qui a bien montré que dans des grottes beaucoup plus anciennes que celles de Lascaux, Lascaux c'est l'art préhistorique mais figuratif, la chasse, la pêche, la guerre, etc. Dans des grottes beaucoup plus anciennes, on va retrouver
des expressions graphiques magnifiques, mais très abstraites, dont on ne saura jamais ce qu'elles voulaient dire, l'alternance du jour, de la nuit, des saisons, on ne sait pas très bien, des barres, des courbes, des quadrillages magnifiques, bien avant les grottes de Lascaux, ce qui fait que dans l'ontogenèse d'un individu, se faire un portrait abstrait de l'autre, avant de s'en faire un portrait figuratif, ne fait que reprendre à l'échelle individuelle ce qui se passe dans l'art collectif. L'art abstrait précède, et de loin, l'art figuratif, et la modernité est un retour à l'art abstrait, plutôt qu'une découverte de l'art abstrait. Voilà, alors, donc la représentation des liens alors, démarre immédiatement, probablement, si c'était peut-être in utero, démarre immédiatement. Et je voulais juste dire un mot à propos du vol de la place de l'objet. La place de l'objet, pour aller vite, je vais simplement vous mentionner un livre qui a été écrit il y a quelques années par Darian Leader, c'est un psychanalyste américain, leader comme un leader, mais son livre a été traduit en français, ce livre s'appelle « Tout ce que l'art nous empêche de voir ». C'est un livre très très étonnant, très intéressant, et entre autres il nous raconte que la Joconde a été volée en 1911, alors de Joconde, l'objet esthétique, la mer, hein, vous pouvez associer librement. Eh bien, la Joconde a été volée en 1911, et on l'a retrouvée 2 ans après. C'est un vol un peu curieux, parce que c'était pas facile à monnayer, sans doute, ce tableau-là. Donc on l'a retrouvée dans le garage de je ne sais qui. Eh bien, pendant les 2 ans où la Joconde a été absente du musée, il n'y a jamais eu autant de visiteurs au Louvre que pour aller voir la place vide de la Joconde. Beaucoup plus que pour aller voir la Joconde elle-même, et Dieu sait, c'est déjà beaucoup, la Joconde. Mais beaucoup, beaucoup plus. Comme si la place de l'objet, là où se trouve l'objet, là où se trouvait l'objet, là où peut être l'objet, j'essaie de redire quelque chose des préconceptions du parent. La préconception du parent, c'est la place encore vide du parent, mais peut-être que ça, c'est quelque chose d'incroyablement mobilisateur, de fortement mobilisateur. Voilà, et alors, après, bien sûr, il y aura les représentations de l'objet en tant que tel, avec ses caractéristiques plus statiques et plus figuratives. Mais une hypothèse, en ce moment, moi, qui m'aide à propos des disparentalités, certaines disparentalités, hein, bien sûr, ce n'est pas une hypothèse qui vaut à 100%, mais il me semble que chez certains parents disparentaux, dysfonctionnants, il peut y avoir vraiment pour des raisons propres à leur histoire précoce, une impossibilité quasi absolue de se représenter les liens avec un enfant. Qu'est-ce que c'est qu'un... L'enfant est un objet très idéalisé, le moindre écart sera pour eux intolérable, la place de l'objet n'est peut-être pas non plus extrêmement claire dans la place de l'enfant n'est pas extrêmement claire peut-être dans le psychisme de ces parents-là, et ils sont à très grande difficulté pour imaginer, se représenter, anticiper, fantasmer ce qu'il en est des liens avec un enfant. Mais je pense que pour entrer vraiment dans l'analyse soigneuse de chaque histoire, se demander pour les parents dysfonctionnants, et je crois que ce démembrement que j'essaie de faire entre la place de l'enfant, les liens avec l'enfant et l'enfant en tant que tel peut être utile et nous aider dans notre clinique. Voilà, alors pour conclure, quelques applications quand même dans le champ de la protection de l'enfant, justement. Je reviens à ce que Serge Escotte disait à la lumière de tout ce que je viens de vous expliquer là, à la lumière de ce à ce que Serge Escotte disait tout à l'heure à propos du parent toxique, enfin de cette représentation, de cette forme sémantique. Il faut vraiment garder en mémoire ce que disait Harold Searles il y a très longtemps à propos de tout ça. Hein. Et vous l'avez dit à votre manière, il disait s'occuper d'enfants en pensant que toutes leurs difficultés viennent de leurs parents est une impasse absolue. Est une impasse. Alors évidemment, c'est difficile dans le champ de la protection de l'enfant. Quand on est confronté à des disparentalités graves, on est bien obligé de se dire qu'il y a quelque chose qui vient de là. Mais se dire que tout vient de là est une impasse pour au moins 3 raisons. D'abord parce qu'il faut absolument s'accrocher à un modèle polyfactoriel, et que, aussi grave que soit la disparentalité, il y a sans doute d'autres choses qui ont joué, et notamment, enfin, c'est le modèle polyfactoriel minimum, la faillite aussi des tiers
qui auraient pu ou qui auraient dû protéger l'enfant des disparentalités. Un enfant n'est jamais seul avec sa mère, il n'est jamais tout à fait seul avec ses deux parents. Il faut beaucoup d'isolement et beaucoup de manque de tiers ressources aussi pour que des parents entre guillemets toxiques ou des mécanismes parentaux toxiques se répercutent sur un enfant. Donc la faillite des tiers est en soi un déterminant très important. Et faire la part entre ce qui revient à la disparentalité en direct et à la faillite des tiers protecteurs par ailleurs est souvent assez délicat à faire quand même. Hein. Voilà, donc pour Searle, c'était de toute façon faux, parce qu'il faut, on ne peut pas s'occuper des enfants, il y a cette théorie-là en tête, parce que c'est généralement plus polyfactoriel que ça. D'autre part, vous l'avez dit, Serge Scott, et je le confirme, on a bien vu ce que ça a donné avec les parents d'enfants autistes qui ont pensé qu'on les rendait responsables, à tort ou à raison, qu'on les rendait responsables de l'autisme de leur enfant, et l'alliance thérapeutique avec eux est devenue quasi impossible ou extrêmement délicate et douloureuse, parfois pour eux. Et enfin, même si ça n'était pas faux, et même si ça n'était pas non tactique, ce serait culpabilisant pour l'enfant. Parce que les enfants ont toujours besoin, à un moment ou à un autre, de sentir qu'ils ont pu rendre leurs parents suffisamment bons. Et s'ils rencontrent des professionnels qui, au contraire, ont en tête l'idée que tous ces malheurs viennent de ces parents qui sont mauvais, pour lui, à un moment ou à un autre, dans ses reconstructions, ça deviendra une source soit de honte, soit surtout de culpabilité. Donc Harold Searle me paraît très très important à avoir en tête pour mettre en vis-à-vis de cette représentation de la toxicité parentale. Et puis, dans le fonctionnement des institutions, tout ce que j'ai essayé de dire, peut-être nous aide à penser la place des parents vraiment dans nos dispositifs, et notamment dans le cadre de nos réunions de synthèse. Je vais aller vite à travers la discussion. Est-ce que les parents doivent être réellement là dans certaines synthèses, concrètement, en chair et en os? Peut-être chaque institution résout ça à sa manière et différemment selon les moments, mais enfin, c'est une question qu'on doit se poser. D'autre part, quelle est leur présence symbolique? Eh bien, autour de la question de la responsabilité parentale, l'imputabilité, comme vous disiez en citant Paul Ricoeur, là aussi, il faut peut-être pas non plus, il faut pas trop les oublier. Tous les parents, tous les enfants dont nous nous occupons dans le champ de la disparentalité, dans le champ de la disparentalité, n'ont pas des parents qui ont été déchus de leurs responsabilités. Donc, je veux dire, cette place symbolique est à penser aussi. Et puis surtout dans nos synthèses, qu'ils soient là ou pas là, mais même s'ils ne sont pas là, quelle est leur place imaginaire? Ça, c'est très intéressant dans le travail quotidien. C'est-à-dire que dans une synthèse, quelle que soit la théorie qu'on se donne d'une synthèse, vous savez qu'il y a des gens comme Hockman, Bion, Woodbury, d'autres qui nous ont aidés à penser comment fonctionne une synthèse. Parce qu'une synthèse, elle a des effets. Quand elle fonctionne bien, c'est intéressant de se demander par où ça passe. Et entre autres choses, la place des parents dans le groupe, il y a des identifications différentes. Certains s'identifient plus à la mère, plus au père, plus aux enfants. Ça peut être mouvant. C'est tout à fait intéressant de rassembler ces différentes projections dans la perspective de ce que Pierre de Lion appelle la constellation transférentielle dans la psychothérapie institutionnelle. Et le travail d'une synthèse, c'est parfois, même si les parents ne sont pas là, c'est de rassembler les différentes identifications projectives qui ont émané d'eux et dont nous sommes, chacun à notre place dans l'équipe, les réceptacles. Voilà, alors je vais m'arrêter là-dessus. On pose simplement pour conclure quelques questions. Est-ce qu'il y a une préconception dans le développement de ce que c'est qu'un parent? Cette question, moi, m'habite beaucoup. Je pense en particulier aux travaux de l'Institut Pikler-Logzi à Budapest. Bon, c'est une question qui a été soulevée dans cette approche par rapport à cette pouponnière. C'est très émouvant de voir des enfants qui n'ont jamais eu de parents et qui ont comme une vague idée de ce que c'est qu'un parent. Alors évidemment c'est compliqué parce que dans une collectivité, d'autres ont des parents, peuvent échanger, parler, il y a les parents les visitent, bon. Mais quand même, la néothénie humaine, cet inachèvement très fondamental et fondateur du bébé humain,
fait que peut-être, en même temps qu'il naît, il a aussi une vague représentation de ce que c'est qu'un lien avec un adulte qui va lui apporter quelque chose dont il a besoin, même s'il faut respecter sa part active. C'est pas une question absolument... ça n'est pas qu'une masturbation intellectuelle. La préconception de ce que c'est qu'un parent, c'est, je crois, émouvant et profond. Bon, mais jusqu'où laisser aux parents une place comme parents potentiellement possibles? Alors ça, c'est la grande difficulté de notre champ. Dans toutes les équipes, il y a bien sûr à travailler, mais c'était en filigrane de tout ce que j'ai dit, à travailler et à dépasser le fantasme de super parent réparateur, parce que se penser le super parent réparateur, c'est vraiment se mettre en position de héros et avoir en tête l'idée que tous les maux de l'enfant viennent des difficultés de ses parents. Donc je vous ai dit ce qu'il fallait en penser, mais c'est aux équipes de travailler cette question du fantasme, de dépasser cette question du fantasme de super parent réparateur, et le travail groupal est évidemment essentiel là, afin de réduire autant que faire se peut les contre-identifications aux identifications que je viens de mentionner. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on doit privilégier dans notre travail? Est-ce qu'on doit privilégier notre vision idéalisée de l'enfance, la loi précédente, ou protéger l'enfant dans sa réalité concrète, 2016, en tenant compte des aspects transculturels qui vont revenir sans doute dans la journée. Et puisque, Serge Scott, vous avez cité Maurice Godelier, qui dans ce livre, Qu'est-ce que l'anthropologie nous a appris, à un chapitre avec un titre superbe, il faut toujours plus qu'un homme et une femme pour fabriquer un enfant. Je crois qu'on pourrait renverser la proposition et se dire qu'il faut toujours plus qu'un enfant pour fabriquer une disparentalité. Je vous remercie beaucoup de votre attention.